Le bulletin Afrique avec Asta Sidibé. Bonjour Asta. Bonjour Didier Fandin. Bonjour à tous. On débute à Madagascar où la Haute Cour constitutionnelle a précisé vendredi soir qu'elle laissait aux acteurs politiques jusqu'au 5 juin pour trouver un accord de sortie de crise, une précision qui faisait suite à la requête déposée par le président de la République. Ce dernier avait demandé à la plus haute juridiction du pays des éclaircissements sur le calendrier qu'elle lui imposait dans sa précédente décision. Sorosita. Dans sa décision, la Haute Cour constitutionnelle donne deux options aux acteurs de la crise politique. Elle leur laisse d'abord la possibilité de trouver un accord entre eux d'ici le 5 juin. Un accord qui peut reposer sur la désignation d'un nouveau Premier ministre, mais ce n'est pas obligatoire. S'ils ne parviennent pas à trouver un accord, c'est la décision de la Haute Cour constitutionnelle de la semaine dernière qui s'impose dès le 5 juin. C'est-à-dire que la nomination d'un Premier ministre sera obligatoire. Premier ministre qui devrait venir du parti majoritaire à l'Assemblée nationale comme le stipule la Constitution malgache. Un point qui suscite de vifs débats puisque le parti au pouvoir, le MAPAR de l'ancien président Andry Rajoelina, revendique tous les deux cette majorité. Les membres du gouvernement devront être nommés dans un délai de 16 jours après la nomination du Premier ministre, explique la Haute Cour constitutionnelle, soit le 12 juin. Dans un arrêt rendu la semaine dernière, elle avait semé la confusion en demandant au chef de l'État de nommer un nouveau chef du gouvernement dans un délai de 7 jours et dans le même temps laisser 10 jours aux deux camps pour trouver un accord qui semble loin d'être trouvé. Conformément au calendrier électoral en RDC, la Commission électorale nationale indépendante CENI a confirmé le 31 mai à Jeune Afrique la convocation de l'électorat congolais le 23 juin. Les bureaux de réception des candidatures seront alors ouverts dès le lendemain pour les élections provinciales. Diakité Ibrahim. C'est l'une des étapes cruciales du processus électoral en RDC. Après l'enrôlement des électeurs dans le pays, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, s'apprête à procéder le 23 juin à la convocation de l'électorat. C'est un acte réglementaire par lequel la CENI appelle les Congolais inscrits sur la liste électorale à se préparer en vue des élections, mais aussi pour les Congolais qui le souhaitent à venir déposer leur candidature, a expliqué à Jeune Afrique Corneille Nangaa, le président de la Commission. Dès le 24 juin, tous les bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections provinciales seront ainsi ouverts, conformément au calendrier électoral, a poursuivi Corneille Nangaa, faisant fi de toutes les critiques concernant sa manière de conduire le processus électoral en cours dans le pays. Au cœur de la controverse, les machines à voter. Une bonne frange de l'opposition et de la société congolaise réclame son abandon, mais la CENI s'en tient. Des experts de la centrale électorale séjournent même en Corée du Sud pour préparer la livraison d'un lot de quelques milliers de ces machines à voter dans les prochains jours, selon une source proche du dossier. Si le calendrier électoral est respecté, le dépôt des candidatures pour les législatives et la présidentielle interviendra un mois après celui des candidats réputés provinciaux, soit le 25 juillet. Et les trois scrutins, à savoir l'élection du président, des députés nationaux et des élus provinciaux, encore hypothétiques, sont prévus le 23 décembre. Le FMI a appelé l'Algérie, dont l'économie a souffert de la chute des prix du pétrole, à poursuivre l'assainissement des finances publiques et à mener des réformes structurelles ambitieuses, tout en s'inquiétant des récentes mesures économiques du gouvernement. Les précisions, c'est avec Lydie Kouadou. La chute des prix du brut, qui assure 60% des recettes budgétaires et 95% des recettes en devises du pays, a creusé le déficit budgétaire et fait fondre les réserves de change, conduisant le gouvernement à prendre une série de mesures controversées ces derniers mois. Fin 2017, l'Algérie, réticente à s'endetter sur le marché international, a autorisé le Trésor à emprunter directement à la Banque centrale pour financer le déficit public, une mesure porteuse de risques inflationnistes selon certains experts. Le FMI estime possible de mener un assainissement progressif des finances publiques sans recourir au financement par la Banque centrale, mais en s'appuyant sur une variété de mécanismes de financement, dont l'emprunt extérieur pour financer des projets d'investissement sélectionnés avec soin. Il préconise parallèlement une dépréciation progressive du dinar algérien et des mesures pour éliminer le marché parallèle d'échange. Selon le site izf.net, si la politique de financement monétaire du déficit était poursuivie, malgré son avis défavorable
défavorable, les administrateurs du Fonds monétaire international recommandent la mise en place de garde-fous, notamment des plafonds de durée et de volume. Les autorités algériennes, de leur côté, doivent se tenir prêtes à durcir la politique monétaire si des tensions inflationnistes se manifestent. Le FMI salue en revanche les efforts pour augmenter les recettes hors hydrocarbures ainsi que l'intention affichée des autorités de mettre en œuvre des réformes visant à encourager le développement du secteur privé. Et on termine en Gambie où 3 malades du sida poursuivent l'ex-président en justice. Ces malades affirment avoir servi de cobaye au prétendu traitement de Yahya Jammeh. L'information a été livrée par leur avocat à l'AFP, Nadège Kofi. Il s'agit de 2 hommes de 64 et 63 ans et d'une femme de 51 ans, appartenant aux 3 à des associations de soutien aux malades du sida, selon le texte de la plainte. Peu après l'annonce fracassante par Yahya Jammeh de sa découverte d'un remède contre le sida en janvier 2007, ils avaient fait partie du premier groupe de 9 patients invités à expérimenter son traitement. Ils affirment que l'ex-président leur interdisait d'utiliser des antirétroviraux pendant toute la durée de son traitement, qui s'est poursuivi jusqu'en juillet 2007. Période pendant laquelle ils ont été privés de leur liberté de mouvement. De plus, ils ont été filmés pendant les séances, malgré leur réticence pour apprendre ensuite que les images avaient été diffusées par les médias d'État, en particulier la télévision officielle GRTS, selon le texte. Malgré l'inefficacité du traitement particulièrement pénible, ils disent avoir dû, sous la contrainte, se déclarer guéris, confirmant les déclarations du ministre de la Santé de l'époque, ce qui avait conduit d'autres malades du sida à suivre leur exemple. En exil en Guinée équatoriale depuis janvier 2017, après avoir été contraint de céder le pouvoir qu'il a exercé sans partage pendant 22 ans, Yahya Jammeh se targuait de dons mystiques, notamment de pouvoir guérir l'asthme, l'épilepsie, la stérilité et le sida avec des plantes et des incantations. Clémence Conan et moi avons été très heureuses de partager ces heures d'information avec vous. Restez sur la chaîne de l'info et du sport. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 9h. C'était le bulletin d'info présenté par Asta Sidibé.